Bonsoir, bienvenue. Bienvenue à mon live, hein. Je vous salue tous. Bienvenue. Lelo Toza Mkoloni. Donc, à chaque fois dans le Baka, Alikamoko. Donc, aujourd'hui, nous sommes, si je veux me rappeler, donc demain c'est férié. On est mercredi aujourd'hui. Donc, on va continuer. Si vous avez regardé la fiche, donc on parlerait justement des personnes de savants congolais, des personnes qui ont fait des grandes choses. Notamment, justement, on en a parlé déjà la semaine dernière, on va dire la semaine dernière, c'était samedi. Donc, on a parlé de premier Congolais qui a étudié en Europe. Moi, je ne connaissais pas, mais j'ai appris justement à connaître. Donc, c'était Daniel Kanza. Il faisait partie du bas Congo aussi. Ensuite, on a vu aussi l'héroïne, je vais dire l'héroïne congolaise qui a été à côté pendant la guerre mondiale. Donc on en parle. Elle se retrouve, on la voit normalement dans le musée de Bastogne. Elle est représentée là-bas. Ensuite, on a parlé aussi des grands footballeurs dans les années 1940. Voilà, j'essaye un peu de faire un peu une synthèse. Il y a aussi en 1506, il y a eu le deuxième, comment on appelle? Il y a eu Henri qui a fait des grandes choses aussi, voilà. Il a eu des diplômes. Chez les Congolais, je vais essayer de rectifier. Les Congolais, ce sont des personnes, excusez-moi, hein, on va quand même s'enorgueillir un peu. Ce sont des personnes qui ont fait des grandes études, mais ce que nous on voit aujourd'hui dans les réseaux sociaux, c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment l'opposé. C'est comme si un Congolais, il est là que pour les bêtises. Or que quand on regarde vraiment l'origine d'où on vient, justement, on est tellement, on va dire, des savants parce qu'on connaît des choses et on a inventé pas mal de choses. Ce soir, on va continuer avec toujours avec Linda parce elle est venue samedi. Donc, à l'obéli biso un peu makambo bateau basali biloko nene oyo ba congolais oyo ngai na yo tozali. Donc sans plus tarder, Tozana Linda, on va l'inviter comme ça. On va continuer justement à répondre aux questions qui n'ont pas été expliquées la dernière fois. Je vous dis tous bienvenue et c'est parti. Bonsoir Linda. Bonsoir, comment ça va? Et toi, ça va bien? Et toi, depuis la dernière fois? Oui, ça va bien. Je suis super contente de pouvoir continuer avec vous aujourd'hui. Bah oui. Moi aussi, je suis ravie, justement. Donc, aujourd'hui, on va essayer, parce que la dernière fois, tu avais commencé, je n'ai pas pu t'arrêter parce que il y avait tellement de choses à dire et intéressantes. Justement, aujourd'hui, on va essayer quand même de répondre aux questions qui ont été posées, en fait. Parce que j'ai eu Oui. des personnes qui sont venues me voir, mais il fallait au Kataye à répondre à Bisso. Donc, on va partir tout de suite avec les questions et comme ça, tu Mhm. pourras enchaîner derrière, si ça te dérange pas. No problem. Je vais apprendre l'anglais aussi, hein, je te le dis. Ok, donc je vais juste lire les questions qui ont été posées la dernière fois. Excusez-moi, je retrouve les questions, hein. Voilà. Première question. C'est déjà préparé, c'est bon. Donc, est-ce que tu pourras nous parler par rapport à l'association que tu disais la dernière fois qu'il y a une association qui a été créée en Belgique et c'est une association pour retrouver, entre guillemets, les personnes disparues, des personnes qui ont été échangées que nous, on ne connaît. Qu'est-ce que tu pourras nous dire un peu plus sur cette association? L'Union royale des Congolais de Belgique, elle a été créée en 1919. Ok. D'accord? Oui, C'était les Congolais qui étaient en Belgique à l'époque, qui étaient arrivés en 1900, 1909, 1908. Certains d'entre eux avaient été amenés comme travailleurs, comme domestiques. Ils étaient d'accord. quand on voit les descriptifs des 32 qui ont été faire la guerre, on écrivait boy, comme les Blancs disaient boy. Hein, Oui. c'est le boy. Donc, la plupart d'entre eux sont venus en tant que boy. OK? Mhm. Et donc, quand ils sont venus en tant que boy, euh, eh bien, voilà, ils étaient là, ils travaillaient quand il y a eu la guerre mondiale, la première guerre mondiale. Bien, D'accord. ils se sont engagés volontaires
Mhm. Et en revenant, leurs amis belges qui ont fait la guerre avec eux leur ont dit, si vous voulez avoir être reconnu comme combattant, mettez-vous comme D'accord. une association, comme ça vous aurez des droits. Ok. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Ils se sont mis comme une association et ils ont eu leurs droits. D'accord. Ok. Et ça se situe où? Tu as dit c'est en Belgique, c'est ça? C'est en Belgique et ce sont des gens qui... c'est en Belgique, ce sont maintenant leurs enfants, leurs descendants ou des gens qui ont été en contact avec eux. La présidente jusqu'en 2019, c'était Mama Cécile Ilunga. Okay? D'accord. Mama Mhm. Cécile Ilunga, qui était la présidente de l'association. Et D'accord. qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Mama Cécile Ilunga, qui est là avec, je crois, deux de ses enfants dans l'association. Il y a des Belges aussi dans cette association, mais malheureusement, il n'y a plus les anciens Congolais parce que la plupart du temps, ils sont décédés et leurs enfants n'ont pas pris de suite. Et donc, je peux vous mettre en contact avec Mama Cécile. Il y a eu des commémorations. Je connais 3 membres de l'association. Il y a eu des commémorations l'année passée pendant 100 ans. Et le président honoraire, en fait, c'est Pierre Compagnie, le premier bourgmestre congolais de la Belgique. Et D'accord. donc, voilà, ils font des activités chaque année et ils Mhm. essayent de pouvoir représenter. Ce que je peux dire, c'est que la présidente actuelle, qui est aussi une dame à la retraite, Ok. est la première dame la première congolaise, la première dame qui a ouvert un magasin de fleurs à D'accord. Matongé. C'est elle, en fait, il y avait un coiffeur et il y avait elle. Donc, c'était les deux premiers, si on peut dire, Mhm. Congolais qui ont initié le quartier Matongé. Oui. OK? Elle vendait des fleurs et il y avait un autre Congolais, je pense, qui était coiffeur. Ok, d'accord. Merci pour ta réponse. Du coup, j'ai une autre réponse. Il y a une maman qui nous demandait à l'époque quand il y avait un mélange, on va dire les mélanges entre Belges ou Ndélé, ba balanina ou bien ba Sainté, bana na bango bande kozwa bango ba ina bango na poto batiki ba mama na Congo. Qu'est-ce que tu peux nous dire en fait par rapport à ça? Bon, le truc des Belges, il y a pas Belges et ça qui est différent. Hein? Mhm. Mhm. Et pas dans le français, pas anglais, n'a pas allemand. Mhm. Allemand, et ça qui même pire, bazo boma ba métis. Moni. Oui. Ah. Français na anglais, bazo zwa ba métis, bazo be ma mona ba il. Hein? Oui. Mhm. Mais siko ba congolais, dengue ba belge leur ba yaki, tozaki déjà avec des métissages depuis 1400 avec les portugais. D'accord. Donc, on était une population habituée quand même au métissage. Les Portugais avaient déjà fait beaucoup de métis Naba Mhm. Congo. Oui. Tozaki déjà Naba métis na Équateur, un peu partout. Et puis là, tipoti po baye, ça lipe ba métis. Donc, ba belge ba si ba kutanaki na ba population ya métis. Et puis ba Mhm. monaki ango penza menace les Belges bazaki différents, moni. Mhm. Mais ce qui se passait, c'est que quand tu étais à Léopoldville, Mhm. quand tu étais à la capitale, tu ne D'accord. pouvais pas, c'est-à-dire que un noir et un blanc ne pouvaient pas vivre ensemble et on ne pouvait pas voir les résultats et un métissage wana. Balinga D'accord. quitté. Donc, Mhm. bana à l'est du pays et Mhm. aussi, par exemple, dans les capitales, ok, qu'est-ce qui se passait? C'est que bana basaki n'a pas internat, ok? Uh-huh. Mhm. Bana basaki n'a pas internat. Mhm. Bazaki, c'était orphelinat, c'était les sœurs qui s'en occupaient. Wana Mhm. izaki bana que bamindele bazo sundola. Mhm. Omoni bakotina orphelinat. Mais Mhm. bamisusu bamindele bazaki ufuta ba classe. Ok. Omoni. Mhm. Bazaki ufuta ba classe et bazaki quand même na relation moko na maman, c'est-à-dire pendant la journée, azo kene ba quartier, comme on disait les quartiers indigènes. Ake Oui. akutani na mwasi après à Zongi. Ok. Donc, Mhm. eux, ils payaient les études, ils payaient les cours pour les enfants. Donc, série wana ya ba métis wana, c'est que les papas n'avaient pas de problème
que moi, na, azala métis, sokinini. Mais bah, papa misusu, c'était, ah non, moi, na, il faut à kota naye, et pas na bino basseur, bon s'occuper na bango, ngai na lina yoka, et l'autre, mon côté, yabana wana. Tu vois? D'accord. Ok. Mais bon, il y avait peut-être un peu d'argent qui était donné. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Il y a aussi d'autres métis, par exemple les métis japonais, ils étaient exterminés, ils étaient tués. On les prenait puis on les tuait. Ça, c'est à Lubumbashi, les métis japonais. Il y a eu un documentaire. Mais donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand il y a eu les indépendances, hein, ces enfants dont les papas les avaient abandonnés dans les orphelinats et tout ça, et qui ne voulaient pas les reprendre. OK? Et eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ces enfants ont été enlevés par les sœurs, par le Vatican. Bah, Memi Bango, et d'ailleurs, il y a eu un procès dernièrement où l'ONU a dit qu'il fallait passer la excuse. Ces enfants se sont réunis, l'association des métis, parce qu'on les a amenés dans des endroits, on les a donnés en adoption, bah, changea, bah, Kombo na Bango, pour qu'ils puissent pas retrouver leurs origines. Mais peut-être c'est parce que bah Belge wana bazaki na bakombo makasi na Belgique balinga kite que eyebana que babotaki na omoni que ba yebaki que voilà. Mais c'est vrai que ba koko na biso na kati ya ba village bazaki na habitude que soki moi na botami métis ba koti na kati ya village pendant un certain moment parce que bazaki ko banga que oh, si on enlève les enfants. Mais cette théorie-là que automatiquement, bah, belge, je vais dire la métis, c'est faux, ou sinon, olinga ki okene na mbandaka okukuta na ba métis te, moni. Donc, même les curés, bah, ça fait au beau tabac na métis, au bon la curé, à ça, na ceux qui couvent na ye, ceux qui wapi, na kamwa village moko, moni pou, métis moko azapuna na kati. Donc, voilà. Ok, merci. Et la dernière fois, tu parlais de l'université de Tombouctou, si je prononce bien. Oui. J'ai une question qui a été posée en disant que bah, grec, naba, arabe, ils ont étudié là-bas. Quand on voit aujourd'hui des Grecs et des Arabes, c'est vraiment des savants, on va dire. Mais or, Kebata, c'est quand même l'Afrique. Mais aujourd'hui, ils ne connaissent pas. Qu'est-ce que toi, tu pourrais nous dire en fait par rapport à ça? Mais on avait clôturé l'émission la dernière fois avec ce monsieur anglophone qui lui est un arabe, un égyptien, blanc ou un arabe blanc, et qui a dit les Grecs ont dit qu'ils ont amené, les Européens disent qu'il y a les Grecs et les Romains, mais en fait les Grecs ils ont volé à l'Égypte. Il y a ça égyptien Mundele, que les Grecs ont volé, ils ont fait du plagiat. Ils ont volé à l'Égypte. Mais eux aussi, les Égyptiens, ne veulent pas reconnaître que le plagiat là n'a pas été fait dans les dynasties blanches. Le plagiat a été fait aux dynasties noires de la Grande Égypte, de l'Égypte antique. Parce qu'il y a eu plusieurs pharaons et c'est seulement la dernière dynastie, celle de l'époque de l'Empire romain, de César, de l'époque de César, où il y a eu un pharaon qui s'appelle Ptolémée et qui est le premier pharaon blanc. OK? À cause de César, c'est le premier pharaon blanc à cause de l'Empire romain. Mais bien avant l'Empire romain, donc il y avait des pharaons, il y a Bamwindo, et effectivement, Hérodote, Socrate, surtout parce que le bac, Toleka qui na Égypte, donc ils ont appris de l'Égypte. Tombouctou, c'est la même chose. C'est les gens qui ont fui l'Égypte. Si on voit Cheikh Anta Diop, il explique bien, il y a eu l'invasion, ils sont descendus, et alors ça a fait cet empire Songé. OK? Et donc, dans l'empire, en même temps, il y avait l'empire Songé, en même temps, il y avait les Maures, on a vu dans l'ancienne émission, on a vu les Maures, et les Maures avaient aussi des bibliothèques, OK? Et l'empire Songé avait sa bibliothèque, la bibliothèque de Tombouctou, où on pouvait voir énormément de manuscrits. D'accord, ok. Donc bah là, du coup, on va continuer. Justement, je t'ai posé la question tout à l'heure. Que balobaka ke biso basi ba noa toza tolobaka toza ba reine. À l'époque, je ne sais pas si je me fais comprendre. À l'époque, ba pharaon bazaki basi. Donc, qu'est-ce que toi tu peux nous expliquer un peu plus sur ça en fait? Bon, déjà, l'Afrique était matrilinéaire. OK?
Donc, l'Afrique était matrilinéaire. Quand les colons sont venus en Afrique, ils ont découvert des sociétés où la femme avait un rôle central. Ok, la femme était adorée dans le sens qu'elle était la fertilité. Ok, la femme était en contrôle de l'activité, c'est-à-dire qu'elle était héritière du sol, si on peut dire, en contrôle de l'activité économique. Elle était une valeur sûre, c'est-à-dire l'homme, il va à la chasse et il protège le village, mais il n'y a pas tout le temps des guerres et on ne revient pas toujours de la chasse avec à manger. Oui. La femme était la valeur sûre parce qu'elle assurait la continuité du village, ok? Elle assurait l'éducation des enfants, hommes et femmes. Elle assurait la nourriture, donc elle assurait une certaine stabilité. Mais au-delà de ça aussi, matrilinéaire, ça veut dire que l'appartenance en fait à d'un clan, non. L'appartenance à un clan, semblerait-il, passait aussi par la femme. Ok, semblerait-il, il y avait un jeu où la femme avait un rôle à faire. Mais c'était, comment expliquer? C'était pas de la façon dont l'Européen explique. Et au-delà de ça, la dot elle-même. Ok, la femme avait de la valeur. C'est-à-dire que quand on prenait, et d'ailleurs au départ, certains villages ne pratiquaient, la dot c'était un échange de femmes. On ne voulait pas perdre une femme sans qu'on puisse remplacer. Donc, c'était des mariages où on échangeait. On disait, bon, OK, est-ce qu'il y a quelqu'un chez vous qui veut épouser une femme? Et chez nous, il y a et bien sûr, on apporte des choses en complément. Mais donc, la femme, c'était une perte de valeur. Donc, il fallait compenser par la perte de valeur. Et c'était dans beaucoup de par exemple, chez les Mongos, si tu n'as pas de sœur, moi, mes arrière-grands-pères, ils étaient 7 frères. D'accord. Ok. Et ils étaient 7 frères. Ils n'avaient pas de sœurs. Or, dans la culture, tu ne peux pas aller épouser. Tu dois épouser avec la dot. D'accord. C'est la dot de ta sœur. La dot que tu auras eue de ta sœur va permettre d'aller épouser une autre. Oui, ça, j'en ai entendu. Voilà. Donc, eux n'avaient pas de sœurs. Donc, tu sais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'associaient ensemble, ils allaient offrir leurs services à des villages lointains. Donc, ils sont partis dans des villages lointains au nord, au sud, à l'est. Et quand ils allaient, on leur demandait, par exemple, s'ils allaient pour faire des travaux de forge ou des travaux de, je sais pas, ou bien même faire des guerres. Et une fois, ils sont partis quelque part aider à faire les guerres. Ils ont aidé, les gens ont dit, bon, maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Ils disent, nous, on n'a pas d'épouse. On a besoin d'épouse. Alors, on leur a dit, ben, choisissez alors une épouse. Et on leur a présenté les épouses. Et eux ont dit, bon, on va en choisir une ici. Et donc, ils ont choisi une de mes arrière-grand-mères. Et elle avait toujours le kitamba là. Elle avait toujours le kitamba là et tout ça. Maintenant, 3 jours après, ils se sont dit, tout mon nana, nous, cette femme, comment elle est, à un moment, elle enlève un peu le kitamba, là, elle a fait 3 jours. Et puis, ils se sont rendus compte qu'elle n'avait pas de cheveux. Donc, elle n'avait pas de cheveux à Zaki Kovo. Donc, ils se sont rendus compte qu'ils se sont fait arnaquer, mais Asa, une de mes grand-mères, quoi. Et donc, voilà, c'est pour dire à quel point une femme, ça avait de la valeur, parce que si tu n'as pas assez de femmes dans ton village, ton nom ne perdure pas. Et en Égypte, tu ne deviens pas pharaon sans épouser la fille d'un pharaon. Ok. Ah ben voilà. Voilà. Et tu ne deviens pas pharaon sans avoir épousé la fille d'un pharaon. Oui. Et par rapport à ce que tu viens de dire, et il y a aussi au niveau des… Quand on voit les statues, on va dire par exemple le Tuko, Kamo ou un truc comme ça, au niveau de la statue là, souvent ils ont les nez, au lieu d'avoir le nez plat, ils ont le nez, voilà, un peu comme des blancs. Donc, qu'est-ce que toi tu peux expliquer réellement? Moi, ce que je peux te dire, c'est que ce que j'ai constaté, bon, ça, de toute façon, c'est le Vatican, qui avait demandé, semblerait-il, à Napoléon qu'il ne fallait pas une preuve que c'était… Et Napoléon aussi, à un moment, il était très raciste.
Donc, ils ne voulaient pas donner de preuves, laisser de preuves à l'humanité que ceux qui avaient bâti la grande Égypte, parce qu'on cache, c'est-à-dire on a montré les pyramides, mais on a caché les forteresses. Les forteresses sont sous le barrage d'Aswan. Okay? Donc, on a déplacé le Nil sous prétexte qu'il fallait déplacer le Nil. Mais j'ai vu un documentaire qui dit qu'en dessous du Nil, il y a les forts, les forteresses, les maisons, parce que les pyramides sont les mortuaires. Okay? Donc, il y a les forts, et alors on a montré des ruines de forts, on a expliqué comment c'était des grands forts, des grands châteaux en Égypte. Donc, voilà, l'objectif, c'est de cacher, mais même aussi les statues chez les pharaons. Moi, j'ai toujours des fois des doutes parce que quand il faut bien regarder les statues des pharaons, qu'on montre un pharaon, je trouve que ces silhouettes sont des silhouettes de femmes. Okay? Quand on voit les silhouettes des pharaons, si vous regardez, il faut arrêter l'image, il faut aller un peu en arrière. Et vous voyez qu'il semble que ce sont des femmes. Et les hanches aussi, on dirait des femmes. Et j'ai vu il y a très longtemps, mais je recherche encore cette émission-là où on disait que les femmes pharaons, on les appelait des sultanes. Okay? Et il faut savoir qu'à un certain moment, l'Égypte avait été conquise par les Arabes, les sultans. Okay? Les sultans. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle de la critique historique. Il faut regarder les choses avec un autre regard et se poser les questions. Il faut savoir qu'on veut qu'on pense comme ça. Mais il faut reprendre l'image, il faut reprendre l'histoire et penser autrement. Parce qu'on veut qu'on pense comme ça, parce qu'on veut orienter notre savoir dans une certaine direction. Oui. Donc, là, on va continuer les questions. J'ai tout cité, je vais dire, j'ai dit toutes les questions. Donc, on va continuer. La dernière fois, on s'était arrêté au niveau de l'université. Et voilà, on peut continuer la suite, tout simplement. Si jamais j'ai des questions, je pourrais je pourrais te poser des questions. Voilà. OK. Alors, figure-toi que Nazan a un petit problème parce que mon ordinateur a bugué pendant qu'on était en train de parler, ce qui fait que j'étais toujours en train de regarder. Et j'ai perdu tout ce que j'avais préparé. Mais je le cherche au fur et à mesure. Donc là, je vais te montrer. On va regarder le truc sur l'université, les secrets des manuscrits de Tombouctou. OK? Donc, on va un peu découvrir. C'est un petit, c'est 4 minutes. Comme ça, je peux, et pendant ce temps-là, je peux réouvrir les onglets, rechercher mes onglets que j'avais avant. Alors, est-ce que tu vois? Attends. Les manuscrits de Tombouctou sont des manuscrits qui proviennent. Attends. Alors là, voilà, on a vu mes pieds. OK. Alors, j'enlève le son ici, ce côté-ci. C'est un petit passage de 4 minutes et ça me donne… oui, OK. On y va. C'est parti. Alors, ce que je vais faire, j'enlève le son ici. Non, on n'entend pas. Problème technique, hein, vous attendez. Non, mon frère. Non, mon frère. Non, c'est pas… Tu as arrêté le son. Le deux côtés, t'as arrêté. Tombouctou était une ville universitaire. Les manuscrits de Tombouctou sont des manuscrits qui proviennent d'une université. Ils sont donc plus riches et il y a des thèmes qui, évidemment, répondent à ce qu'on peut trouver dans les manuscrits occidentaux. On est sur plusieurs centaines de milliers de documents. Tout dépend si on parle de Tombouctou, de Djenné, pris isolément, et de toute la zone du désert. 95% des manuscrits de Tombouctou ont été sauvés clandestinement, puisque l'évacuation s'est faite pendant que la ville était occupée par les islamistes. Donc la population noire, qui très discrètement a sauvé ces manuscrits, puisque ces manuscrits n'étaient pas dans une bibliothèque, mais disséminés dans plusieurs bibliothèques privées. Il s'agit de familles qui gardent jalousement ces trésors.
L'avantage, c'est que ça les a protégés jusqu'à nos jours. Parfois, dans des conditions extrêmement difficiles. La pièce la plus rare, qui est aussi la plus ancienne, c'est un folio issu d'un Coran sur peau de poisson. C'est un parchemin du XIe siècle, donc de l'an 1000, parfaitement conservé, rehaussé d'or, avec une très belle calligraphie. Les Bambara sont un peuple plutôt guerrier. Il y a les Peuls, qui sont les pasteurs, les nomades. Vous avez les Touaregs, qui parlent le tamashek. Ces langues n'ayant pour la plupart pas d'écriture, elles sont transcrites en graphie arabe. Les pages ne sont pas numérotées. En bas, vous voyez qu'il y a un petit mot, qui est en fait le premier mot de la page suivante, que donc vous pouvez repérer en haut de la page de gauche. Voilà, ça peut nous dire un peu plus sur l'université de Tombouctou. Et je vais essayer de vous trouver un autre sur l'Empire Songhay, parce qu'ils ne vous disent pas en fait que ceux qui ont initié cette bibliothèque-là, c'est pas les Arabes, ce sont les Songhay. Alors ici, ça va être en anglais et je vais essayer de vous traduire ça brièvement. Pharmaline, la pharmacie en ligne. Commandez Aline Procap, la dernière innovation de soins capillaires à prix réduit et faites-vous livrer. Sorry pour la pub. Alors, on va parler de la plus vieille université au monde. Et c'est en nord-ouest. Ça a été fait à peu près en 900, 1100. Donc, ils avaient des sections, des départements d'université. T'entends en double, hein? Tu m'entends en double. On n'entend vraiment pas. Hein. OK. Alors, ce que j'aimerais qu'on découvre ici maintenant, parce qu'on a vu à l'ancienne émission samedi qu'il y avait l'université de Tombouctou. Oui. On a vu qu'il y avait les Maures aussi, qui avaient des bibliothèques. Oui. Et alors, on a parlé de l'Égypte. Et à un certain moment, il y a quelqu'un qui a parlé de l'os d'Ishango. Oui. OK? Et c'est un Congolais qui parlait d'ailleurs de l'initiation. Initiation, on va voir sa définition de l'initiation en peuple Congo pour qu'on comprenne que l'éducation existait bien avant. Parce que la première mission qu'on a vue, c'est que le premier qui est allé étudier au Portugal, c'était en 1506. Oui. Premier Congolais. Et c'était Henri, c'est ça, hein? C'était Henri, non? Enrique, oui, le fils de, comment il s'appelle encore? Voilà, le fils de, oh mon Dieu. Par exemple, Voilà. le mot initiation. Donc, c'était le fils Enrique avec Rodrigo ont été envoyés en 1506, le fils d'un roi. Ils ont été envoyés au Portugal étudier. Enrique est arrivé après 15 ans, il est revenu au Congo. Oui. Et il a fait 15 ans d'études, il est revenu évêque. Oui. Et la question était, comment en 1506, tu viens de rencontrer les Portugais, otiki mwana na yo kaka akende boye na Portugal na Mputu, na Poto.
Maputo. Attends, j'ai un problème avec le son. Attends, j'apprends 2 secondes, je t'entends plus. Tu Tu m'entends? m'entends? Oui, je t'entends. Oui. Donc, la question était, mais comment en 1506, yo Congolais, Ozo Kanissa, que tu envoies tes enfants en 1506 au Portugal, ok? D'accord. Et que tu construis des écoles. Il a fait des écoles de 1200 élèves à Mbanzangongo. Hein? Donc, au Bas-Congo, il a fait des écoles de filles. Il a fait des écoles mixtes. OK? Donc, la question était, comment ça se fait? Toi, ton fils va pour la première fois là-bas, mais toi, tu construis déjà des écoles. Et la question était, ben, peut-être que les Congolais, avant 1506, envoyaient déjà les enfants étudier. Si tu vas envoyer tes enfants étudier au Portugal, OK? Oui. Ça veut dire que tu as peut-être déjà envoyé tes enfants étudier à l'université de Tombouctou. Oui, Peut-être que tu as déjà envoyé étudier en Égypte. c'est ça. Peut-être que tu as déjà… Alors, j'ai trouvé cette personne ici, un Congolais, qui parle de l'initiation et qui explique, je vous laisse voir qu'est-ce qu'il dit sur l'initiation. Actuellement, en Afrique et en Europe, les intellectuels africains parlent beaucoup d'initiation. Beaucoup d'Africains de culture occidentale, beaucoup d'Africains de culture occidentale sont fascinés par le mot. Oui, c'est bon. Parce qu'ils pensent que les traditions africaines détiendraient des secrets auxquels on pourrait avoir accès par initiation. On sait que aujourd'hui, par exemple, en Occident, le mot initiation désigne le processus par lequel on est introduit à des connaissances secrètes. Voilà en gros aujourd'hui ce qu'on entend par initiation en Occident. On s'est être introduit à des connaissances secrètes. Et beaucoup d'intellectuels africains, ou même des Africains tout court, pensent que nos traditions africaines détiendraient des secrets par lesquels on pourrait avoir accès par le moyen de l'initiation. Bon, et je crois que je vais être très ferme sur le mot initiation. Je vais rappeler quelque chose. Comment le mot initiation, en tout cas le concept européen d'initiation, comment ce concept a été introduit en Afrique? Il a été introduit en Afrique avec la colonisation. Le mot initiation depuis le 19e siècle en Afrique est une composante du vocabulaire colonial de l'aliénation. Pourquoi je dis ça? Parce que le mot initiation en Afrique est introduit par les ethnologues qui l'ont choisi pour désigner le système scolaire des sociétés africaines. Alors pourquoi ils ont choisi ce mot? Pour la simple raison qu'ils refusaient d'admettre l'idée que les Africains aient pu avoir un système d'enseignement scolaire. Donc en choisissant le mot initiation, les ethnologues laissaient entendre que les élites africaines ne devaient rien attendre du système éducatif traditionnel, de leur propre culture. Pourquoi? Parce que celui-ci véhiculait non pas des connaissances rationnelles, mais uniquement de simples mystères. Or, comme vous savez, le système d'enseignement scolaire en Afrique traditionnelle véhicule aussi un savoir rationnel. Un savoir rationnel donc. Alors, pouvez-vous citer des exemples de ces connaissances rationnelles? Écoutez, des exemples de connaissances rationnelles véhiculées dans le cadre du système scolaire africain traditionnel, oui, il y a de multiples exemples. Prenons par exemple les savoirs de l'esprit. Dans le système scolaire africain traditionnel, on enseigne la cosmogonie. Or, toute personne qui étudie les cosmogonies africaines est frappée par le contenu rationnel des cosmogonies
africaine. On sait que le système scolaire africain traditionnel enseigne la cosmologie. Or, là aussi, toute personne qui étudie le discours cosmologique africain est frappée par les connaissances rationnelles. Je ne citerai que la cosmogonie Togo, que tout le monde reconnaît comme contenant des connaissances scientifiques sur la composition des étoiles. Je citerai la philosophie. Le système scolaire africain véhicule un savoir philosophique qui est d'une rationalité que Martien Towa, un philosophe africain, a mis donc en perspective. Donc il faut lire les travaux de Martien Towa pour voir le caractère rationnel du discours philosophique dans le système éducatif africain. Et puis, tout simplement, le système éducatif africain traditionnel nous enseigne les mathématiques. Les mathématiques, nous savons maintenant que les mathématiques ont été inventées dans la région d'Ishango il y a moins 20 000 ans. Donc, voyez bien. Alors là, maintenant, on va continuer et on va découvrir d'où viennent les mathématiques d'Ishango. Oui. OK? Alors, je vais te montrer. En fait, je t'avais posé la question l'émission dernière, si tu savais où était Ishango. Est-ce que tu te rappelles où c'est? Non, je me rappelle pas. C'est au Congo. Oui, au C'est au Congo. Congo. C'est au Congo. Alors voilà, on va voir une émission qui parle de Ishango. C'est où Ishango pour qu'on puisse découvrir. En fin de compte, si je peux me permettre, donc Oui. l'os d'Ishango, c'est là où on a inventé la mathématique en fait. En fait, l'os d'Ishango, c'est la première calculette. Ah, donc c'était chez les Congolais. C'était en territoire congolais. Vous vous rendez compte quand même? Oui. Et ça date de 20 000 ans. D'accord. Donc, c'est un os sur lequel il y avait c'est un os qui permettait de calculer les choses. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on dit, on l'appelle pas calculatrice, on l'appelle calculette. C'est la plus ancienne calculette. Donc, on peut comprendre que nous sommes des grands commerçants. Le lingala, d'ailleurs, c'est une langue et le swahili sont des langues qui servent au commerce. OK? Donc, alors là, vous allez voir maintenant. Je suis en train de montrer. Non. Je vais remettre au début pour que vous voyez vraiment où la carte situe Ishango. OK. Vous voyez Ishango? Congo, Ishango. Voilà l'os d'Ishango. Qui servait à créer la calculatrice. Qui servait à calculer. C'est-à-dire qu'il est inséré de manière à ce que ça sert à calculer. C'est un peu comme à l'époque, les enfants avaient les trucs avec les billes là. C'est ça. Un peu fort. Alors, je vais vous montrer une autre émission qui explique vraiment les mathématiques africaines et qui explique comment on était avant-gardiste grâce à notamment l'os d'Ishango. Alors, je vais chercher mathématiques africaines. C'est dommage que mathématiques africaines. J'ai un vieil ordinateur, donc voilà. Africaine. Et puis Onomutunde, parce que c'est lui, c'est un Guadeloupéen qui est spécialisé dans l'histoire des Noirs. Et donc, il va expliquer un peu comment… Alors, c'était une autre émission que j'aurais voulu voir. Est-ce qu'elle est là? Je l'avais bien préparée. Ah, le prochain échelle viendra de… Ok, est-ce que c'était ça? Excusez-moi, parce que quand ça a sauté, mais je me demande si c'est celle-là.
Si Il c'est y a pas même celle-là, je passe personne une autre. qui me dit, Linda, il y a une personne qui me dit, il y a même la création du système binaire. Ça te dit quelque Oui. chose? La création du système binaire vient de l'Afrique. Mais je crois que Onomutende va bien le dire, mais il y avait une émission où ça aurait été mieux expliqué avec lui, mais le voici. Et il va parler, d'ailleurs, c'est Ishango TV. Et oui, lui, il explique mieux, hein. Le système binaire et tout ça. Bienvenue sur 3 Télé Sud pour l'émission Vérité et Mensonge. Alors, comme vous le savez, Vérité et Mensonge est une émission de culture, de découverte, qui nous permet de faire découvrir vraiment le plus grand nombre d'histoires africaines. Et nous avons eu déjà l'opportunité d'aborder l'histoire des mathématiques en Afrique. Nous avons parlé de l'Osichango, nous avons parlé aussi de l'invention du zéro, de l'apparition du zéro en mathématiques, donc l'apparition africaine. Et moi, en fait, véritablement, je voulais vous révéler quelque chose qui va vous surprendre à un point, mais vous ne pouvez même pas imaginer. Oui, parce qu'il existe encore des traces de l'existence des mathématiques en Afrique, bien avant l'arrivée des Arabes, des Romains, même des extraterrestres, si vous voulez. Mais vraiment, nous détenons la preuve que les mathématiques sont une essence originelle, totalement africaine. Alors, je vais vous le démontrer, parce que vous savez que cette émission Vérité et Mensonge est une émission de découverte qui nous permet véritablement de lever le voile sur un certain nombre de points précis de l'histoire africaine. Alors, tout cela, nous allons repartir dans l'Antiquité, à l'époque de ce fameux roi que j'ai déjà eu l'occasion de vous parler, mais c'est important parce que c'est lui qui a lancé véritablement l'administration moderne même de l'Égypte. Pourquoi je dis l'administration moderne? Parce que tout simplement, l'organisation des gouvernements dans le monde occidental a été calquée sur l'organisation du gouvernement pharaonique. Oui, on aura l'occasion de le voir dans une prochaine émission. Alors, malheureusement, je cherche l'émission qui parle spécifiquement où il parle spécifiquement de l'os d'Ishango, parce qu'il explique vraiment l'apport de l'os d'Ishango. Et l'objectif ici, c'est de montrer comment nous, non seulement on était universitaires et qu'on allait à l'étranger, on a été en 1506, mais en plus, il y a des fortes… Même la colonisation, en fin de compte. C'est-à-dire, oui, 1506, on a vu qu'il y avait un ambassadeur portugais qui est venu s'installer au Congo. Donc, le Congo n'était pas encore colonisé par les Portugais. C'était au début de la relation entre le Portugal et le Congo. Donc, c'était un Congo indépendant, souverain. OK? Alors, je cherche cette émission parce que c'était vraiment l'émission qui expliquait comment nous, au Congo, avec l'os d'Ishango, je crois, congrès des mathématiques africains. Congrès africain des mathématiques. Est-ce que tu as reçu d'autres questions le temps que je cherche? Je vais regarder. Donc, j'ai mon frère, donc Freddy, qui me dit l'origine africaine de mathématiques est Omutonde. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, en fait. Oui, c'est lui, il en parle beaucoup. Il en parle beaucoup. Et j'avais vu une émission où il avait fait un bon résumé. C'est pour ça que… Mais voilà, ici, nous avons encore cette dame qui parle. Comme je ne vois pas cette autre… on va laisser cette dame ici en parler. Mais vous pouvez voir, hein, Omutunde, il en parle plusieurs fois. Il est souvent invité pour parler de l'Afrique. Alors, on va voir cette dame, elle montre bien le drapeau congolais et c'est court, c'est en 57 secondes. But if you want to write essays that inspire, je sais pas si… Bon, ça doit être en français. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci elle sera consacrée à la thématique suivante. Je vais vous parler des os d'Ishango qui font de l'Afrique le véritable berceau des sciences mathématiques. N'en déplaise aux Arabes, n'en déplaise à la communauté internationale, les mathématiques sont une invention négro-africaine. Donc si vous voulez tout savoir sur le sujet, restez connectés et on se retrouve tout de suite. À tout de suite.
Alors, comme je vous le disais dans l'introduction, les mathématiques ont été créées en Afrique. Oui, 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 en Afrique. Les mathématiques proviennent d'une civilisation négro-africaine, c'est-à-dire qu'elle provient de nos ancêtres. Voilà, vraiment, c'est fait, c'est établi. Voilà comment ça s'est passé. Et je vais vous expliquer le cas des os d'Ishango, qui sont des os qui ont été retrouvés dans les années 50 au Congo, à la frontière entre le Congo, donc la RDC, la République démocratique du Congo, et l'Ouganda. C'est vraiment là que ça a été trouvé. Et apparemment, ça aurait été trouvé sous de la cendre de basalte, etc. La cendre, voilà. Donc, ça a été retrouvé à peu près là par un chercheur belge. Donc, du coup, après avoir étudié, après avoir retrouvé ces os, ils ont décidé de les analyser afin de savoir un petit peu de quand ils remontent, quand ça a été créé, d'où ça provient, etc. Je vais vous expliquer un petit peu avec une photo en vous montrant un petit peu des choses sur les os d'Ishango. L'os d'Ishango est un os de mammifère aminci, raclé, poli et gravé d'environ 10 cm avec un morceau de quartz tranchant à son extrémité. Grâce à la stratigraphie et à la méthode de datation au carbone 14, nous savons qu'il est vieux d'environ 20 000 ans. Il comporte 168 encoches réparties sur 3 colonnes et regroupées de manière intentionnelle et dont les résultats suggèrent des connaissances mathématiques avancées. Selon les travaux de l'astrophysicien Jean-Paul Bellec, l'analyse mathématique de l'objet dévoile la maîtrise par les Bantous de cette époque des suites arithmétiques, des duplications, des multiplications et des soustractions, ainsi que la connaissance des nombres premiers. Donc, vous avez entendu tout ce que les nombres premiers, c'est tout ce qui est ont été capables d'inventer. Je ne vais pas vous lire, enfin vous expliquer vraiment le calcul des os d'Ishango parce que malheureusement je n'ai pas la compétence nécessaire, mais n'hésitez pas à aller faire vos propres recherches si vous voulez un petit peu comprendre comment ça fonctionne, le calcul, comment ils ont fait, etc. Parce que voilà, je vous assure que je ne suis pas compétente pour ça, donc je ne vais même pas me lancer là-dedans. Alors, les os d'Ishango sont malheureusement, et je précise bien malheureusement, exposés au Muséum d'histoire ou d'art naturel, je ne sais plus comment ça s'appelle, de Belgique, donc à Bruxelles. Et moi, j'aimerais que la Belgique rende les os d'Ishango à la République démocratique du Congo. Je ne comprends pas pourquoi ces os sont exposés en Belgique, alors que ces ossements font partie du patrimoine africain. Ces ossements devraient simplement retourner en République démocratique du Congo, afin que tous les Africains puissent en profiter. Donc moi, voilà, vraiment, j'espère vraiment qu'un jour ce sera possible, même si j'ai pas grand espoir, évidemment, que ça se passe. Voilà, je croyais que c'était que 57 minutes, mais voilà, c'est 3 minutes. Donc, tu vois que, alors, elle a dit, musée de sciences naturelles. En Belgique, en Belgique. Alors, eza penzako, eza banco, parce que ça, la musée à Congo, ça, la musée à Afrique, na Tervuren. Ils ont le musée d'Afrique à Tervuren. Oui. Mais comme ils veulent donner une vision de l'Afrique sauvage, l'Afrique des villages avec les Ekekou, voilà. l'Afrique de tout, l'os d'Ishango n'est pas là-bas. L'os d'Ishango est dans le musée des sciences naturelles. Comme ça, toute personne qui va aller au musée de Tervuren ne découvrira pas cet os qui date de 20 000 ans et qui sert de calculette. Ah oui. Donc, c'est vraiment fait exprès, effacer la vie, le truc. Alors, autre chose aussi que je voulais quand même insister, c'est que, est-ce que tu sais, parce que nous, on a parlé de l'Europe, ok? Premier Congolais qui a étudié en Europe. On a vu que Daniel Kanza a envoyé son fils Thomas Kanza et sa fille Sophie Kanza. Sophie Kanza a étudié en Belgique et à Genève et à Harvard. Ok. Son fils Thomas Kanza a étudié en Belgique. Mais avant ça, on a découvert qu'il y avait un Congolais métis, ok, qui avait terminé ses études avant Thomas Kanza, mais on n'en parlait pas parce que son père était italien et sa mère congolaise, ok. Je crois qu'on l'appelait Promotonio, mais sa mère s'appelait Seya. Et alors, avant ça, il y avait Panda Farnana.
Panda Farnana, qui était agronome, qui était une personne éduquée, qui a été adoptée par une Belge, ok, qui est née en 1888 et qui a été, je crois, c'est le premier selon les découvertes des Congolais dans l'histoire de Belgique en 1908 à être diplômé. Mais on a découvert ce fils du roi congolais qui a envoyé son fils Henrique et son autre fils Rodrigo en 1506 au Portugal. Ils sont restés 15 ans étudiés et puis ils sont revenus. Mais maintenant, voyons un peu. Et donc, on a fait un peu le tour de l'Afrique en se disant, mais pourquoi un Congolais va envoyer son enfant en Europe, ok? Pourquoi un Congolais va envoyer son enfant en Europe et il ne va pas l'envoyer à Tombouctou, qui est la plus ancienne université. L'université de Tombouctou, c'est la plus ancienne université du monde. Oui. OK? Et donc, pourquoi? Alors, maintenant, on va découvrir c'est quoi Europe? Quelle est l'origine du mot Europe? OK? Oui. Quelle est l'origine du mot Europe? On va voir un peu. OK? Alors, voyons, moi, je vous mets en anglais. Oui. OK? Comme ça, tu pourras traduire. Hein? Oui, je vais traduire. OK? Alors, Europe, l'étymologie en anglais, j'aime bien chercher les étymologies en anglais plutôt qu'en français, parce que comme je dis toujours, le français, c'est la langue administrative. Oui. Donc, tous les royaumes du monde ont été administrés en français. C'est une langue administrative. Les Russes parlaient français dans leurs cours. Les Anglais, à la cour royale, ont parlé français. C'est la langue de la politique. Aux États-Unis, au Canada, partout, en Belgique, en Hollande, au Danemark, en Suède, jusqu'en Russie, la langue officielle, diplomatique, politique, de gestion stratégique, c'était le français. OK? Donc, ça veut dire que c'est une langue qui cache les vérités. OK? Quand vous prenez l'anglais, l'anglais, c'était la langue commerciale. OK? On va straight to the point, on dit ce qu'on doit dire. Alors, moi, j'aime bien aller chercher les étymologies en anglais parce qu'elles ne cachent pas les vérités. Alors, Europe vient de latine, en latin, Europa, et ça vient du grec, Europe, qui a une origine incertaine. C'est un nom géographique qui a été pour la première fois enregistré dans les hymnes de Homère à Apollo. OK? Et on explique, on dit que bon, voilà, Eurie, c'est la face, et I, et littéralement, c'est Eurie, c'est la face, et Ops, c'est l'œil. D'accord. Ops, c'est l'œil. OK? Mais nous avons, et alors, mais c'est aussi traditionnellement lié à Europa, une princesse phénicienne grecque de mythologie. Oui. Et elle est aussi suggérée comme étant d'origine sémitique, donc on dirait hébreu. OK? Linda, si je peux te couper 2 minutes, j'ai une personne qui me pose la question en disant, il y a un Congolais qui est griot, Kabongo, qui sait ça, qui était au Portugal. Est-ce que ça te dit quelque chose? Et il était en quelle année? Il m'a pas donné la date, en fait, la personne. Ouais, elle m'a pas donné la date. C'est juste, donc ça s'écrit G-R-I-O-T, Kabongo, comme tu l'entends. C'est ça. Voilà. Alors, c'est ça. Non, T-S-H, I-S-E-N-S. H-I-S-E. N-S-A. N. Avant, il aurait étudié au Portugal. Mais il aurait étudié au Portugal à quel moment? Ça, c'est bon à savoir, faire les recherches. D'accord. Dieudonné Kabongo.
Dieudonné Kabongo, de son nom Dieudonné Kabongo Bachila. Oui, peut-être, ou peut-être qu'elle a mal orthographié justement le nom. Dieudonné n'a pas pu être, c'est quelqu'un de 1950. D'accord, ok. Je ne vois Donc, pas d'autres. On n'a pas plus d'informations en fin de compte. Non, j'ai regardé Dieudonné Kabongo, Griot, Chichessa. C'est ça. J'essaye de voir. Dieudonné Kabongo Bachila en mémoire. D'accord. Bachila. J'essaye de voir. Ok. Non, je n'ai pas celui-là. D'accord. Ça, c'est des trucs qu'on doit faire c'est ça, c'est pour ça que c'est bien de faire des émissions comme ça, parce que les gens peuvent donner des noms et alors on peut compléter et aller toujours plus loin. Mais ici, on meurt en scène. C'est plutôt quelqu'un qu'on a connu qui était Dieudonné Kabongo, qui était un ancien Chinda Atta. Sandra Chinda, Dieudonné, non, je ne vois pas. Ok. Alors, Europe, tu vois, le Europe, on te dit que c'est un terme oriental d'origine. D'accord. Ok. On te dit que c'est oriental, mais en fait, la déesse Europe, c'est une déesse. Ok. Europe, c'est une déesse. Et en fait, dans la mythologie grecque, Europe, c'est une déesse. Je vais voir un peu sur YouTube aussi qui va mieux nous expliquer. Europe, c'est une déesse. Et c'est une déesse qu'on appelle orientale. Ok. Ok. Donc, l'Europe, c'est même pas… L'Européen dit qu'il est européen, mais l'Europe n'est même pas européenne. Le mot Europe n'est même pas un mot… Attendez. Europe, déesse. Ok. C'est quoi le mythe d'Europe? Le mythe des légendes d'Europe, à l'origine du mythe d'Europe, ok? Donc, il semblerait que c'est une déesse qui n'est même pas Yakoto. Ah, en plus. Est né au Moyen-Orient. Tu vois, le nom d'Europe est né au Moyen-Orient. Bien sûr, ils vont toujours mettre des images blanches. L'étymologie est obscure. Le nom d'Europe appartient probablement à une racine sémitique. Sémitique, des Hébreux. Une région qui se trouve vers le couchant. Donc, on couchant. voit que le nom Couchite, couchant. Moyen-Orient. Moyen-Orient. La figure d'Europe. Les mythes sont étiologiques, c'est-à-dire explicatifs. Ils expliquent une réalité. Alors, ce qu'on ne sait pas, ce que peu de gens savent, c'est que Israël est sur la plaque tectonique Afrique. Ouais. Israël n'est pas dans le Moyen-Orient. Oui. Stratégiquement, géopolitiquement, on dit que Israël est dans l'Orient ou dans le Moyen-Orient. Mais si on prend la science des tectoniques de plaques, Israël est sur la plaque tectonique d'Afrique. Ouais. Ok. Donc, Europe, si Europe est sémite, donc ça Europe est hébreu. Donc, Europe est Afrique. Et Afrique. Oh là là là. Europe est Afrique. Bah oui. Ok. Quand tu dis cochon, le cochon, ça vient de couchite. Ok. Donc, et c'est ça maintenant, c'est comme Paris. Est-ce que tu sais que Paris, c'est une déesse égyptienne? Ah ben non. Voilà. Non. Paris, c'est l'autre nom qu'on donne aussi à Isis. Et c'est une déesse égyptienne, noire. Et africaine, noire. Et africaine. Donc maintenant, même quand on se pose la question, quel est le premier Congolais qui a été en Europe? Ok. Donc, mais de quelle Europe on parle? L'Europe contemporaine. Mais c'est ça. C'est-à-dire que si on prend le mot, qu'on le situe maintenant, on va dire Europe et ça, c'est eux, ils ont pris un nom qui n'était pas le leur. Ok. Hein? Ils ont pris un nom qui n'était pas le leur, qui ne faisait pas partie de leur histoire, you know? Et alors, je vais voir en anglais si goddess. Je vais voir si il n'y a pas quelqu'un qui a essayé de voir. Si je trouve quelqu'un qui me dit que c'est une black goddess, alors là, on va encore plus loin.
Mais voilà. Donc, on va te dire, ben voilà, Europe was named after Igbo goddess. Donc, il y a des gens qui vont te dire, voilà, ici, tu as quelqu'un qui va te dire que Europe est née d'une femme noire. Donc, on va écouter cette réalité-là. Oui, Qu'est-ce juste que si cette tu personne permets, a à nous dire? j'ai une question. J'ai une personne qui pose la question en disant, Oui, personne qui pose la question en disant, l'humoriste homme de théâtre mort en Belgique en 2025, vers les années 15 ou 2025, ouais, 2025. Peut-être que la personne s'est trompée de date. Un oui, mais humoriste- Kabongo, il est mort en 1950. D'accord, c'est un humoriste en fait, congolais. Oui, mais il est mort en 1950. Thomas Kanza, il est mort en 1950. Ok, je retourne. Il est mort, mais donc ce n'est pas le premier. On va voir. Je vais voir. Est-ce qu'il a étudié? Nous, la question, c'était qu'il avait étudié, mais c'est bien, c'est intéressant à voir. Dieudonné Kabongo meurt en scène. D'accord. Que j'aille jusqu'au bout. On va voir jusqu'au bout. On va le découvrir jusqu'au bout. Dieudonné Kabongo. Pam, pam, pam. Voyons voir. Oui, mais lui, il est contemporain à nous. Donc, ça peut pas être lui parce que lui, c'est quelqu'un que j'ai connu. C'est maintenant. Maintenant, peut-être c'est un autre Dieudonné. Né Dieudonné Kabongo Bachila en 1950 au Katanga. Si c'est le même. D'accord. Redis-moi un peu le nom. Dieudonné Kabongo. Tout à l'heure, attends, je regarde juste le nom qui a été cité. Oui, Kabongo, en fait. Tout juste Kabongo. Il est griot. Mais lui, c'est. Humoriste de théâtre. Je pense que la personne s'est trompée des dates parce qu'il m'a écrit en 2025. Donc, 2025, on n'y est pas encore, je pense. Alors, je vais voir. Mais il me semble pas qu'il est répertorié ici, hein. Alors, école de One Man Show. Dieudonné Kabongo meurt en scène. Celui-là, lui, il est né, c'est-à-dire il est mort à notre époque. Ok. Ah, mais il n'y en a pas un autre. Et donc, ce Dieudonné Kabongo-là, il est de 1950 à 2011. Ok. Donc, ça peut pas être parmi les premiers qui ont étudié en Europe. Tu vois? D'accord. Donc, il faudrait qu'il me donne le bon nom, tu m'enverras et je ferai des recherches. Ok, ben, donc, du coup. Voilà. Mais donc, l'objectif ici, c'était vraiment de voir que, en fait, finalement, il y a une… comment expliquer? Europe, c'est une déesse africaine, semblerait-il. Okay? Donc, quand ils vous disent que vous venez en Europe, donc ils parlent de l'Afrique, en fait. Oui, donc c'est le monde retourné. Toi, tu penses que tu parles de l'Europe, mais en fait, le mot Europe qu'ils choisissent n'est même pas un mot qui leur appartient. C'est un mot qui appartient à une culture qui n'est pas la leur. C'est un mot qui n'est même pas européen. Alors, je vais Europe, Black Goddess. Donc, on va voir qu'est-ce que les anglophones… Les anglophones sont très forts pour découvrir les choses parce qu'ils ont beaucoup plus accès aux bibliothèques. OK? Ils ont beaucoup plus accès aux bibliothèques. Et donc, voilà ici quelqu'un qui a fait une recherche et c'est en anglais. Hein? OK. Son père était un monarque, Agénor, la voici. Et tu vois ça, beaucoup d'Européens, ils ont cette image d'Europe. Mais regarde, ça semble être une… Et dans la mythologie grecque, Zeus l'a aimée, l'a vue très belle comme une phénicienne. Donc c'est elle. C'est elle dont on parlait dans l'étymologie en anglais. OK.
Donc, il l'a approché de la mère. Il lui a donné des fleurs. Et il l'a enlevé. Et donc, voilà les images de départ. Donc, elle a été enlevée dans l'île de Grèce. Europa a donné trois fils à Zeus. Ok. OK? Donc, une phénicienne. Hein? Donc, c'est une déesse phénicienne. Et tous ces gens, c'était des gens à l'époque qui avaient tendance à avoir des peaux foncées. Phénicie, Afrique et tout ça, c'était des gens à peau foncée. Donc, on a fait un sujet sur les Congolais qui allaient en Europe pour étudier. On a pu retracer. Premier, c'est Daniel Kanza. En tout cas, des traces qu'on a. Daniel Kanza a envoyé ses 2 enfants, un fils, une fille, étudier en Europe. Tout le monde pense que ce sont les premiers Congolais. Or, ce n'est pas le cas. Avant Daniel Kanza, il y a un autre premier Congolais qui est en fait un métis, hein, Promo Chuto, qui a étudié aussi. Puis on a Panda Farnana, qui un peu avant aussi. Puis avant ça aussi, on a Don Enriquea, qui en 1506 a étudié. C'est la première personne dont on a une traçabilité, comme quoi il a étudié, alors je vais voir Congo, il a étudié au Congo en 1506. On découvre qu'il y a des écoles qui sont construites avant 1506, donc pendant la période où lui, il est en train d'étudier, son père est en train de faire des écoles qui vont jusqu'à 1200. On découvre aussi qu'au Portugal, il y a un Congolais qui est resté et qui a géré une école. Oui, et là, si je peux me permettre, moi, en fait, tout ce que tu as dit, on a fait des recherches, on a trouvé la vraie vérité. Mais ce qui est relaté aujourd'hui, c'est autre chose. Aujourd'hui, on nous dit quoi? Les Africains ne connaissaient rien, les Africains n'avaient personne qui a fait des études. Or que quand on regarde avec les dates, on voit que à l'époque même avant qu'il y ait la colonisation, les Africains ont fait des études, ont créé des choses. Oui, et comme je t'ai montré à l'émission passée, on a même les morts qui ont conquis l'Europe de 700 ans. De 700 à 1400, de 711 à 1492, des Africains qu'on appelle les Mouridos, qu'on appelle aussi Arabes, qu'on appelle Sarrasins, les Maures, ok? Donc, tu vois sur le truc de Corse. Et quand on regarde, qu'est-ce que les Maures ont amené? C'est pour ça qu'ils disent les Arabes nous ont amenés. Ils disent ce sont des textes arabes. Non, ce sont des textes de Noirs. Vous les appelez arabes parce que vous dites qu'ils sont des musulmans. Mais c'est eux qui ont amené des bibliothèques. Ils ont amené le savon. Ils ont amené la nourriture. Comment on mange avec l'entrée, le plat consistant, le dessert. C'est eux. Ils ont amené le savon, les bas. Ils ont amené même la lumière dans la rue. Et c'était des Noirs. Donc, on avait l'Empire Songé, on avait l'Empire des Morts, ok? Il y avait l'Égypte, ok? Et puis, l'Empire Songé était prolongé avec les Bantous. Et donc, il y avait un système. Alors, j'ai vu aussi, alors ça, il faut que je trouve, j'ai vu aussi même un autre Congolais qui expliquait un peu, je vais voir si je peux te mettre ça, qui expliquait, parce que je cherchais une autre émission que je n'avais pas trouvée, d'un Congolais qui expliquait comment toute l'Afrique était utilisée pour un système scolaire. Donc, il expliquait que chaque royaume avait une couleur, ok? Et cette couleur représentait une thématique. Et cette thématique, c'était une thématique éducative. Et donc, selon le besoin qu'on avait, on envoyait les enfants vers la thématique de telle couleur ou la thématique de telle couleur. Okay? Et donc, c'était organisé. Et alors, on a vu ce Congolais qui nous a dit que l'initiation, en fait, c'était l'école. Ok? Et il y a un autre Congolais qui explique, lui, il est partisan de la religion Congo. Ok? Et il explique comment chaque étape, chaque fois que tu voulais avoir un métier,
que tu voulais apprendre quelque chose, tu devais passer par l'école. Tu vois? L'initiation, en fait, était une école. Donc, on va peut-être écouter ces deux-là qui vont vous montrer que avant même la colonisation, les Congolais avaient cette habitude-là de faire passer les gens vers un apprentissage, vers l'école. Hein? Donc, parce qu'ils nous ont dit, non, mais quand on voit ça, c'est quand même étonnant parce que, ebisa biso ke colonisation memeli biso bilamba, colonisation memeli biso mayele, colonisation memeli biso tout. Or que ça n'a rien à voir. Oui, mais au moins dit que Bako aussi déjà entre Bango. Parce que comment le Belge peut te dire que moi, je t'ai amené les habits, l'écriture et tout. Quand tu rentres dans les Wikipédia des Portugais, quand tu rentres dans les bibliothèques des Portugais, tu trouves les lettres du roi du Congo avec le roi du Portugal. Ou comme on l'a vu dans l'ancienne émission. C'est-à-dire qu'à partir du moment, c'est ça la critique historique. La critique historique, c'est que on te dit quoi? Chaque État va donner une version de son histoire pour renforcer la mentalité des gens de sa nation. Oui. Et pour justifier ses actes. Mais tu peux voir quelqu'un qui prend la même histoire qui la transforme et qui va la tourner autrement pour justifier. Donc les Belges sont arrivés. Ils ont trouvé un État, ils ont dû se battre. Je t'ai montré cet article-là où il disait qu'ils avaient rencontré des Arabes. Oui. OK? Donc, attends, je suis en train de voir dans quelle mesure je peux aller rentrer dans cette histoire. Donc, ils ont trouvé des Arabes et donc ils sont arrivés, ils ont trouvé des gens qui étaient sur le territoire. Ils ont dû se battre pour détrôner ces gens-là. Donc, la problématique ici, c'est quoi? Attendez, je vais voir si ça passe. Hein? La problématique, c'est quoi? Les Belges ne voulaient pas dire, c'est-à-dire comment ils allaient justifier à la population que on va aller abîmer, on va aller ennuyer ces gens. Comment ils pouvaient prouver à cette population que nous, on va aller coloniser ces gens? Tu vas dire à la population, tu vas dire à toutes les nations congolaises. Attendez, quelqu'un m'a envoyé quelque chose et c'est pas ça que je cherchais. Tu vas aller dire à ces populations congolaises que, oh non, non, à la population internationale et européenne que on va coloniser ces gens, on va faire ceci, et puis on va te dire, mais qu'est-ce que si tu dis la vérité, si tu dis qu'on va pour leur apprendre quelque chose, mais ils connaissent déjà le portugais, on va dire, mais pourquoi? Laissez-les parler en portugais. OK? Si tu dis aux gens que Bassi Bayebi Nzambe, il a dit dans son discours Bassi Bayebi Nzambe, mais à la population, il n'a pas dit ça. Parce que le peuple belge allait dire, mais pourquoi vous allez déranger des gens, ils connaissent déjà Dieu. Ils savent déjà écrire. OK? Et là, maintenant, après temps, Léopold II a dû donner l'héritage du Congo à l'État belge congolais. OK? À l'État belge. L'État belge ne va pas dire la vérité. Il ne va pas dire que, oh non, Léopold II avait exterminé ceux qui parlaient le portugais. Il ne va pas dire que les écoles là que les curés ont trouvées existaient déjà depuis 1506. C'est pas eux en 1885 qui ont fait les écoles de Banzangungu et tout ça. C'était déjà là. C'était déjà construit par les Portugais et par le roi Congo qui avait des relations avec les Portugais. Mais il faut 2 minutes. Je vais voir s'il y a des personnes qui ont des questions. OK. Oui. Non, parce que en fait, tout à l'heure, je disais l'humoriste du théâtre qui a c'était pas en 2025, c'est plutôt en 2015. Est-ce que ça te dit quelque chose? Il y avait cette question-là. Oui, mais ça répond pas. Si c'est en 2015. Oui. S'il est mort en 2015, mais il n'est pas le premier à avoir étudié au Congo, à avoir étudié en Europe.
Non. Mais je le connais, Dieudonné Kabongo, c'est un humoriste qui faisait du théâtre, qui ceci, et puis il est décédé, oui, effectivement. Il a peut-être parlé de l'histoire des Noirs, ça c'est peut-être autre chose qu'à Solola Kiango, mais en tout cas, il ne fait pas partie des gens qui ont étudié pour la première fois. Alors, je vais te laisser écouter ce qu'un autre Congolais dit de l'éducation qu'on donnait. Oui, juste 2 minutes. En fait, je ne sais pas, les personnes qui sont connectées, si vous voulez intervenir, faites-moi signe et je vais vous contacter. Peut-être que vous pourriez poser une question. OK, on peut y aller. Alors, je dois faire passer la pub. L'initiation. L'initiation est la chose la plus importante le but de l'existence de l'homme sur cette terre, le but de l'existence suprême de l'homme, c'est le monarque. Et cela passe par l'initiation. Alors, ça, il faut que je puisse le répéter tous les jours. Parce que c'est très important de comprendre ce que j'essaie de vous dire. L'initiation est le chemin à emprunter pour avoir les yeux ouverts, pour quitter la matrice, pour être protégé, pour être en harmonie avec le divin, pour être connecté à la source primordiale. Voilà pourquoi l'initiation permet l'ouverture de la conscience aux dimensions supérieures. Toute personne non initiée toutes les personnes non initiées ne peuvent en aucun cas pénétrer les secrets de la création, ne peuvent en aucun cas pénétrer le mensonge qui a été imposé à l'homme. Le fait que nous vivons dans un système dominé par l'ordre civique, alors les non-initiés peuvent avoir l'illusion de penser que le monde dans lequel nous vivons est un monde juste ou normal, alors que ce monde dans lequel nous vivons est un monde contrôlé, dominé, surveillé par des êtres écéphétiques. Nous vivons dans une matrice déchue, matrice fantôme qui nous a été imposée depuis la chute de l'homme. Nous sommes éloignés de la réalité. Attends, je veux arriver au point où il est engagés dans les expériences de la vie concrète et au quotidien. Des peu ce que nous faisons au quotidien. Bien engagé. Mais je vais faire les choses avant. Attends, à quel moment il parle? Respecter le principe de la vie. Donc, peut-être mettre au monde. Donc, voilà. Tout ça, c'est ça. Parce que déjà, vous comprenez que dans la tradition primordiale Congo, l'homme, dès sa naissance, commence le vie. Nous sommes initiés à notre naissance dès lors que nos parents nous donnent un nom. Dans la tradition primordiale Congo, une personne qui n'a pas de nom n'est pas encore totalement incarnée. Pour venir dans la troisième dimension et expérimenter la troisième dimension, la personne incarnée doit avoir un nom. Un nom est une vibration. Ok, on va plus loin. C'est important pour nous de pouvoir cerner l'importance de l'initiation. C'est pour cela que je vous parle de l'initiation. J'appelle ça mineur, mais c'est très important. Je ne veux pas dire que ce n'est pas important. Il faut d'abord que dans la vie concrète, la personne sache que, avant de faire quelque chose, il fallait que je puisse me faire initier voilà, à l'agriculture, à la pêche, à la chasse, à la cueillette, à la danse, danser. C'est une initiation de haut niveau dans la tradition primordiale du Congo. Parce que le rythme, c'est en fait l'harmonisation avec les énergies du hasard. Alors, tu vois, lui-même, il dit, il faut se faire initier avant d'être pêcheur, il faut se faire initier avant d'être agriculteur, il faut se faire initier avant d'être ceci. Donc, c'était vraiment important d'être initié. Okay. Et donc, l'apprentissage, ça faisait partie de notre vie, c'était normal. Alors, comme disait l'autre savant congolais qui disait, il y a beaucoup d'autres qui lient alors voilà un exemple d'un savant qui lie le mysticisme à l'apprentissage. Mais au-delà de prendre le mysticisme à l'apprentissage, ok, une chose est claire, c'est que nous, on initiait les gens à savoir faire un travail. Mais c'est ça l'école. C'est ça l'école.
C'est ça Oui, étudier. bonsoir. Linda, j'ai juste un coup de fil, ne quitte pas. Maman Wali, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir Maman Wali, je t'appelle, tu es en direct. Est-ce que tu avais une question à poser à Linda, qui est notre invitée, qui parle sur le Congo? Un instant, je vais me connecter parce que je vais me connecter. D'accord. Ok, bah on te rappelle dans 5 minutes. Excuse-moi Linda, tu peux continuer. Donc, l'histoire ici, alors, tu te rends compte qu'en fait, ça fait partie de notre culture de former les gens. Oui. OK? Ça fait partie de notre culture et il dit bien, on formait les gens pour qu'ils soient prêts à faire ce qu'ils doivent faire. OK? Mais l'Européen ne peut pas dire ça. L'Européen doit justifier le fait qu'il est venu maltraiter les gens, imposer une façon de faire. Et il ne peut pas admettre, c'est-à-dire qu'il a éduqué même ses propres populations à penser que l'Africain n'était pas capable. C'est ça, c'est ce qui est relaté maintenant, si on regarde. Oui. Et alors maintenant, aujourd'hui, pour l'Européen, c'est difficile. Certains Européens découvrent que, tiens, il y a ceci, mais ça fait partie d'un système. Et c'est difficile maintenant pour les Européens d'accepter. On a vu aux États-Unis, il y a des jeunes caucasiens, des jeunes blancs qui se sont suicidés ou qui ont commencé à tuer des Noirs parce qu'ils ont dit, mais finalement, quand on découvre l'histoire des Noirs, on se rend compte que c'est les Noirs qui ont créé tout. Les Noirs ont fait ceci, les Noirs ont fait cela, les Noirs ont fait cela, les Noirs ont fait cela. Et finalement, parce qu'aux États-Unis, ça va loin. Par exemple, le whisky de Johnny Walker. Oui. Mais ce n'est pas Johnny Walker qui a inventé ça, c'est son esclave noir. Ah. Donc, on a dû faire une pression, l'autoconabiso, l'autoconde. L'autoco, tu vois. Donc, il y a plein de choses comme ça. Le foie gras, c'est l'Égypte qui faisait le foie gras. Mais la France dit aujourd'hui que foie gras et ça, y a bango. Or, dans les pyramides, c'est mis le foie gras. OK? La personne qui a inventé, c'est-à-dire que, on va te dire, celui qui a inventé le téléphone s'appelle Bell, ou celui qui a inventé l'ampoule s'appelle je sais pas comment. Hein? Mais en fait, lui, c'est-à-dire lui, il a inventé l'ampoule, mais elle ne fonctionnait pas. Celui qui a fait que l'ampoule fonctionne, celui qui a fait en sorte que la lumière, le truc là, la résistance c'est un noir. Mais on va toujours mettre en avant un inventeur européen. Hein? Donc oui, maintenant c'est un choc de culture. Nous sommes dans un espace, même on va te dire que l'internet, le World Wide Web, ça a été inventé par un blanc. Mais en fait, après ça, tu vas découvrir que celui qui est à la base du système de ça, c'est un noir. D'ailleurs, il y a le film La Terminator. Oui. Tu te rappelles du film Terminator? Oui. Qui avait inventé le truc bio-ionique? Si tu regardes dans le truc bio-ionique là, c'était un noir. Donc, quelque part, on reconnaît que le noir est quand même capable de faire des grandes choses, mais on ne veut pas, on blanchit tout. On va pas te dire que Paris, c'est une déesse noire. On va pas te dire que Europe, c'est une déesse noire. On va pas te dire qu'on a été colonisé par les Noirs pendant un temps. Mais nous devons comprendre que la raison pour laquelle nous sommes toujours combattus jusque maintenant, c'est la peur et la crainte que nous nous réveillons à nouveau. Mais je pense qu'on est réveillés, hein, je pense. Oui. Là, on va plus s'arrêter. Petit à petit. C'est la peur qu'on se réveille à nouveau. Et on est combattu pour ça parce qu'on sait très bien que plus tu donnes du stress à quelqu'un, aux OPSAE, maladie, aux OPSAE, guerre, aux OPSAE, nini, classe, yabana, aux autres là-bas, on a la classe, au problème boé. Et tu pousses tes enfants parce que la nouvelle génération des enfants, ils sont plus tellement la couleur. Hein? Ils sont pour le métissage. Moi, je me rappelle, j'étais au Canada et il y avait des articles de journaux qui sortaient déjà qui disaient que on n'est pas content, rappeur, il faut ramener les enfants à la valeur. Mais on blanchit tout.
Le rock'n'roll, ce n'est pas Elvis Presley qui a inventé le rock'n'roll. Et d'ailleurs, Elvis Presley, c'était le fils d'une Indienne. Ah. Mais on te dira pas que c'était pas un Américain, comme il paraissait blanc. On dit bon, on l'a mis en avant. Mais c'est pas Elvis qui a inventé le rock'n'roll, mais on en a fait le roi du rock'n'roll. Oui. Ok? La musique rap, on voit ça aujourd'hui. Si tu regardes le film de Michael Jackson, c'est un exemple clair. Voyons le film de Michael Jackson. Si on regarde le film de Michael Jackson, tu verras que on va prendre comme acteur principal pour jouer Michael Jackson, on va prendre un blanc. Oui. Hein? On va prendre un blanc. Parce que dès qu'il avait éclairci sa peau, ok? Alors, polémique, je vais voir un peu la polémique du film de Michael Jackson. Nous, on a vécu Michael Jackson noir. Nous, on sait qu'il est noir. Oui. Mais on veut faire croire aux petits-enfants qui continuent d'aimer Michael Jackson que non, il était le film qui accuse Michael Jackson. Alors, bon, maintenant, on nous met le film sur tout ce qui est, alors, sur les faits qu'on lui reproche. Mais il y avait une polémique sur la peau blanche. Pourquoi on a choisi un auteur blanc? Tu vois, un acteur blanc. Pourquoi on choisit un acteur blanc pour jouer Michael Jackson? Alors qu'il est né noir et jusqu'à... Oui? Oui, jusqu'à... Voilà. Donc, on voit les tresses pour les cheveux. Hein? Oui. Les tresses pour les cheveux. On dira que ce sont les tresses des Kardashians. On dira que c'est les tresses de Baudérec. On ne dira pas que c'est les tresses. Aujourd'hui, Nefertiti, on va te dire que Nefertiti est... on te dira que Nefertiti, c'est une femme qui était blanche, ou Cléopâtre, que c'était une femme blanche. On te dira même pas que le premier habitant de l'Angleterre était noir. Cheddarman, le plus vieux crâne qu'on a trouvé en Angleterre, c'est un noir. On a reconstitué son truc. Et on te dira pas non plus que une des ancêtres de la reine actuelle, Queen of Scotta. Queen of Scotta, c'est la fille de Pharaon qui est allée conquérir. Moi je suspecte qu'elle était albinos. Parce que on l'a dépeint très clair avec des cheveux roux. Ah oui. Mais c'est la fille de Pharaon. Queen of Scotta, elle était mariée avec un grec. Alors on dit non, elle était en exil. Oh, toi tu pars en exil avec les pierres de Pharaon. Tu amènes ça en exil. Tu as le temps de prendre les pierres, de les charger des pierres lourdes là. Et quand on voit aujourd'hui aussi au niveau de même les dieux qui nous ont créé l'image des dieux, c'est un blanc, un bleu. Ok, c'était des Égyptiens, leurs papas, les parents. Mais Joseph et Marie, c'était des Mais noirs. en fait, c'est dire que c'est des Égyptiens, mais on parle de la Vierge noire. Tu connais la Vierge noire? Oui, Est-ce que tu peux imaginer, voilà, la Vierge noire, est-ce que tu peux imaginer que toutes les anciennes vierges de l'Europe, donc à l'époque, toutes les anciennes vierges de l'Europe, les vierges qui étaient dans les Vaticans, dans les vieilles églises, les vierges qui étaient dans les palais royaux, ok, étaient noires et le Jésus était noir. Toutes les anciennes vierges, donc le blanchiment des vierges, c'est il n'y a pas longtemps. Toutes les anciennes vierges étaient noires. Et donc, en Pologne, je vais vous montrer Vierge noire, les anciennes Black Virgin. Parce que les Noirs américains, ils font énormément de photos, ils font des visites dans les musées, ils font des photos. Et donc, ils montrent vraiment Black Virgin, the Black Virgin. Et donc, on va jusqu'à dire que c'est Horus et Isis, c'est Horus et Isis, Black Virgin in Europe. Black Heritage. Ok. Je vais essayer de rappeler la personne tout à l'heure. Je la rappelle, peut-être qu'elle avait une question à poser
Parce que le temps qu'elle m'a dit de pouvoir se connecter, donc je la rappelle, peut-être qu'elle avait une question. Donc, Ok. je la... Allô? Allô? Oui, bonsoir, Maman Wali. Oui, bonsoir Arlette, bonsoir Linda. Oui. Bonsoir. Oui, je crois que c'est une sensation qui est vraiment assez édifiante et ça nous aide à comprendre beaucoup de choses sur la peau noire et sur le noir. Mais tout ce que j'aimerais dire, parce que, vous voyez, quelque part, en faisant des recherches bibliques aussi, nous avons compris que, donc nous avons découvert que même Adam et Ève, ils n'étaient pas blancs, quand on pousse les recherches, ils avaient la couleur ocre. Donc, cela veut dire que moi, je parlerai plutôt de la diversité. Parce que ces gens-là, nos frères blancs, qui se disent supérieurs, disons, ou qui ignorent la peau noire, je trouve que ce n'est pas très, c'est pas normal, parce qu'il y a aussi quelques jours, je regardais une vidéo sur les nets et j'ai vu une petite fille noire qui se croyait moche parce qu'elle avait des cheveux crépus. Donc il a fallu que les papas interviennent pour lui montrer et que ses cheveux, c'était quand même quelque chose de plus. Parce qu'elle n'avait pas les mêmes cheveux que les autres. Voyez? Donc, je crois que nous qui sommes adultes aujourd'hui, et nous qui sommes sur cette terre aujourd'hui, nous devons faire en sorte que nous comprenons que voilà, la peau noire, la peau blanche, la peau rouge, je ne sais pas quelle sorte de peau, il y en a tellement aujourd'hui. Je crois que quand vous regardez par exemple les fleurs de cette terre, déjà avant on ne savait pas que le monde était en couleur. Aujourd'hui, avec la photo, moi par exemple je dirais ça avant quand j'étais petite, je ne savais pas que le monde était en couleur. Mais aujourd'hui, en regardant la création de Dieu avec la photo en couleur, on a vu que mais il y avait la couleur rouge là-bas, il y avait la couleur noire là-bas, il y avait la couleur verte là-bas de l'autre côté. Donc, en regardant tout ça aussi, on voit que si Dieu a fait plusieurs couleurs sur cette terre, je crois que quelque part, c'est la beauté de l'humanité. D'accord. Donc, moi, j'aimerais dire que, voilà, qu'on essaie de mettre un peu, que ceux qui croient qu'on est inférieur, je ne sais pas comment, qu'ils essaient de bien réfléchir. Parce que si tout le monde était blanc aujourd'hui sur Terre, si tout le monde était rouge aujourd'hui sur Terre, je pense que ça ne serait pas beau. Oh non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc, on a admiré la beauté, oui, tout simplement. Toutes ces couleurs font qu'on admire l'être humain, on trouve que c'est beau, et puis voilà. Donc, on enterre toute la guerre qu'on a sur ça. Mais je crois que c'est une étude qui doit se faire encore pendant très longtemps. On a encore quelques années pour que les gens comprennent ça. Oui. Donc voilà, je suis d'accord avec ce que Linda est en train de nous expliquer là. Et ça m'a beaucoup touchée. Mais voilà, je voulais juste faire ma petite intervention là-dessus. Merci, Maman Wali. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose de ton côté, Linda, par rapport à ce qu'elle vient de nous dire? Oui, en fait, le tour qu'on a fait en 2 émissions, ça nous a permis de comprendre que l'Europe, c'est dans la tête. L'Europe, c'est dans la tête. C'est un état d'esprit. Et ça n'a pas à voir avec la couleur de la peau. Ça a à voir avec une connaissance auquel on a donné le nom d'Europe. OK? Ça, c'est déjà de 1 que je dirais. De 2, l'histoire, effectivement, dans la Bible, c'est simple, c'est écrit noir sur blanc. Dieu a pris la terre et a formé Adam. Et il a soufflé dans les narines d'Adam. Quelle est la couleur de la terre? C'est noir. Ah ben voilà. Quelle est la couleur de la terre?
On n'a pas dit après que Dieu a pris de la peinture et il a peint. Mais non. On n'a pas dit après qu'il a pris de l'eau de Javel et il a changé la couleur. Voilà. Hein? Tout ce qu'on sait, c'est que Adam et Ève étaient nus. Ok? Et d'ailleurs, Adama vient étymologiquement en hébreu. Oui. Étymologie de Adama, ça veut dire tirer de la terre. Et dans certaines autres étymologies, ça veut dire brun rouge. Ok? Donc, le brun rouge, même la couleur noire, c'est bon, ce sera une autre émission. Le fait de nous appeler noirs, c'est l'Européen, quand il a décidé que nous étions des choses et non des êtres humains, que nous étions comme des animaux qu'on achète et non des êtres humains, c'est à ce moment-là qu'il a créé le code noir. Ok? Donc, le code noir, on devrait faire une autre émission là-dessus. Le code noir, c'est un processus légal de transformation des peuples qui s'appellent êtres humains. Bantou, ça veut dire être humain. Ok? Donc, c'est un processus de transformation de peuples qui s'appellent être humain en un peuple qui est une chose, qui est un animal. Et Bantou veut dire être humain. Ok? Donc, et alors, l'Européen avait, on voit que dans l'ancienne culture européenne, chez les Maures, si on dit Maure chez les anglophones, à un moment, on disait un Maure blanc. Ça veut dire que pour eux, un Maure devait être noir. Ok? Et quand ils voyaient un Maure qui était blanc, ils l'appelaient un Maure blanc. Ok? Donc, donc Maure, ça ne signifiait pas personne noire à la base. Enfin, ça signifiait personne noire, mais ça représentait quelque chose. Comme si vous prenez, quand moi j'étais plus jeune, le mot nègre dans le dictionnaire. Nègre, ça voulait dire quelqu'un qui sait lire et qui sait écrire et qui aide les gens du village qui ne savaient pas lire et écrire à écrire et à lire. Vous voyez? Donc, moi, ça m'avait étonnée. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ben, on nous dit que les nègres sont comme ça, mais comment ça se fait que c'est lui qui sait lire et qui sait écrire? Mais aujourd'hui, on a changé ça. Les dictionnaires que moi j'avais quand j'étais jeune, que j'avais 16 ans, j'avais 17 ans, où je me posais ces questions, aujourd'hui, dans le même dictionnaire, tu vas voir écrit nègre et on va te dire, c'est quelqu'un qui aide un artiste à faire une pièce de théâtre. C'est quelqu'un qui aide à faire le film pour quelqu'un. C'est quelqu'un qui qui travaille pour aider à faire le livre. Mais à la base, quand moi j'étais jeune, dans les anciens dictionnaires, on disait c'est quelqu'un qui sait lire, quelqu'un qui sait écrire et qui offre ses services pour aider dans les villages à lire. Ça veut dire quoi? Que dans les villages européens, les gens ne savaient pas lire, ils ne savaient pas écrire. Vous voyez? Et la preuve étant, ce sont des écoles européennes qui ont dit que Charlemagne a inventé l'école. OK? Mais Charlemagne, c'est en quelle année? C'est dans les années 1100, 1200, 1300. C'est le sacré Charlemagne qui a inventé l'école. Mais les morts, qui étaient des Arabes, qui étaient des Sarrasins, dont on a la tête c'est-à-dire les Français ont la tête de mort chez les Corses. C'est tête noire. Ces morts-là, ils sont venus. Ils ont construit des bâtiments, ils ont construit des bibliothèques, ils ont laissé des universités sur l'Europe. OK? Donc, la problématique pour nous n'est pas trop que l'Européen nous voit comme ça. La problématique, c'est qu'on cesse de se voir comme l'Européen nous dit qu'on est. L'Européen, par exemple, nous appelait des Éthiopiens. Aujourd'hui, on croit que l'Éthiopie, c'est l'Éthiopie qu'on connaît. Mais à l'époque, l'Éthiopie, c'était pas ça. Ça, c'est un autre sujet d'émission. Oui. À l'époque, l'Éthiopie, c'était pas ça. Étymologiquement, Éthiopie veut dire personne à face brûlée. Est-ce que toi-même, Africain, tu vas t'appeler face brûlée? Ah ben non, ben non. Mais donc, c'est un nom que quelqu'un d'autre t'a donné. C'est pas comme ça que tu t'appelles. Tu vois? Toi, tu vas pas dire que tu as une face brûlée. Toi, tu vas dire, je suis Nazamuntu. Tu vois? Oui. Je suis un être humain. Tu vas pas dire, j'ai une face brûlée. Hein? Donc, il y a des dénominations comme ça qu'on nous a données. Okay? Attribuées. Et parce qu'on a été dominé,
Maintenant, il faut se poser la question, comment ça se fait qu'on a été dominé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les choses ont été renversées? Qu'est-ce qui a fait que nous avons perdu notre hégémonie? Qu'on a pu venir prendre tout le savoir? Qu'on a pu nous mettre en esclavage? Qu'on a pu ceci, qu'on a pu cela? Hein? Oui, mais là, c'est d'abord dans notre esprit. parce que là, je pense qu'on a débordé un peu au niveau du timing. J'ai des questions, j'ai des personnes qui me disent pourquoi tu pourrais pas créer un livre ou faire un livre par rapport à tout ce qui est dit en fait. Bon, pour le moment, je fais les émissions Histoire du Congo. Donc, cette émission-là, je vais la mettre dedans. J'ai fait l'Histoire du Congo 1, Histoire du Congo 2, 3, et à chaque fois, il y a une perspective. Avec toi, on a pu faire Histoire du Congo 7, qui est le premier Congolais à avoir étudié en Europe. OK? Et donc, bien sûr, à force de recherche, ça va terminer en livre, mais j'ai aussi besoin, c'est-à-dire, je suis job facilitatrice, je suis business facilitatrice, j'ai aussi besoin quand même du soutien. C'est-à-dire que si j'ai des gens qui me soutiennent, c'est plus facile. Vous voyez, par exemple, un ordinateur qui est vieux comme le mien, là, tous mes sujets de recherche, heureusement que comme j'ai l'habitude de fouiner, j'ai pu vite retrouver et qu'on fasse une émission constructive. Ben, ça demande du matériel, ça demande d'avoir une photocopieuse, d'acheter des cartes, d'acheter les droits des images, parce que si tu fais un livre sans illustration, c'est pas intéressant. Tu dois pouvoir payer les droits d'auteur. Et si c'est ta carte que tu as achetée, tu es l'auteur, tu as cette carte-là. Donc, tu peux faire la photo de cette carte parce que tu es la propriétaire. Mais il y a des cartes sur Internet qui coûtent 12 € et il y en a d'autres qui coûtent 5 000 €. Pour nous cacher l'histoire, il y a des gens qui mettent les prix à 5 000 €. OK? Donc, il faut avoir 5 000 € pour acheter une carte. Une carte qui montre tout. Il y a des films. Moi, je suis tombée sur des films français où je l'ai posté sur Facebook, où un scientifique français blanc dit « J'ai lu des lettres de gens qui sont arrivés en Afrique, des militaires qui écrivaient à leurs femmes. » D'accord. Non, parce qu'il y a quelqu'un qui m'écrit en même temps, donc je suis un peu désolée. Hein. Des militaires quelque chose. Attends. Excusez-moi, Linda, juste, je veux écouter. Parce qu'elle parlait d'Éthiopie face brûlée, donc. Donc, elle voulait savoir ceci. Quand on dit éthiopien face brûlée, c'est dans quelle langue Éthiopie ou éthiopien? Éthiopien, c'est dans quelle langue? Attends, je vais faire la recherche directement. D'accord. Etymology of Ethiopia. Alors, Ethiopian. Étymologie. Alors, comme je dis, j'aime Ethiopian. Alors, je dois peut-être aller plus loin pour… alors, je dois aller… OK. C'est des recherches, en tout cas. Si vous allez en général sur étymologie éthiopien, vous verrez, alors je vais vous dire c'est dans quelle langue à la base. Éthiopien, mythologie grecque. On peut aller sur Wikipédia. OK? On va sur Wikipédia et on va pouvoir voir sur Wikipédia. Dans la mythologie grecque, on appelle le plus souvent Éthiopiens les peuples d'Afrique, au sud de l'Égypte, ayant une couleur de peau noire. Ce nom signifie visage brûlé. Aethiopia. Aito veut dire brûlé. Ops veut dire visage et fait référence à la légende de Paéton, né de l'union d'Hélios et de Clymène, épouse de Mérops, roi des Éthiopiens. Dans sa folle course à travers le ciel sur le char de son père, il s'approcha trop près du sol de la terre. Les populations qui vivaient dans ces régions, près du royaume d'Océan, furent alors brûlées et marquées, ainsi que leur descendance, ce qui expliquait leur teint foncé et la Libye transformée en désert.
OK? Oui, mais Là, par là, on te montre même que les Libyens étaient noirs. Oui, mais vous vous rendez compte avec les explications qu'on a eues et ils ont déterminé un peuple. Juste avec ces explications-là, moi, je comprends pas. Tu te rends compte quand même? Oui, mais c'est une question de mentalité. OK? C'est une question de mentalité. L'Européen donne des noms descriptifs. Si tu veux savoir si un nom est d'origine africaine, OK? Eh bien, il faut te poser la question. Par exemple, en France, tu auras Lucien Dupont. Oui. Lucien Dupont, c'est le Lucien qui habite près du pont. Lucien du lac, c'est le Lucien qui habite près du lac. Lucien de la mer, c'est le Lucien qui habite près de la mer. Oui. Et ces enfants vont hériter de ce nom de famille en fonction de là où ils habitaient. Mais Panabiso, c'est pas comme ça. Et Panabiso, ozalinda moi na ya papa oyo, na ya mama oyo. Et on peut te donner un nom en l'honneur, il y a oncle Nayomoko, to koko Nayomoko, to ancêtre Nayomoko. Donc tu peux avoir un nom différent de ton père et de ta mère. Tu vois? Donc nous, notre culture, c'est une culture verbale qui dénomme les gens en fonction de… C'est une culture de création. C'est comme les Juifs, les Hébreux. C'est quelque chose qui ouvre ton avenir. Mais l'Européen, c'est pas comme ça. OK? L'Européen, il est descriptif. Donc, même Africa. Africa, c'est un port. OK? Comme Poutou. Poutou, ça venait de Portugal. OK? Mais ça a été raccourci à Poto. Et puis maintenant, ce qui s'appliquait à Portugal, on a mis ça à tout Poto. Africa, c'était la même chose. L'Afrique ne s'appelait pas Africa. C'était un port qui s'appelait Africa. Et puis, c'était ce Léo-là qu'on avait attrapé comme esclave et qui a commencé à décrire cette partie-là de l'Afrique. Et donc, on a commencé à appeler toute l'Afrique du nom de la carte des Afriques. Et c'est comme ça que c'est devenu Afrique. Mais nous avons des cartes. Moi, il faut qu'on en reparle du éthiopien. OK? Il y a des cartes où on va vous montrer Éthiopie et Zanin. D'accord. Mais Linda, là, je pense qu'on est vraiment à la fin. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter pour terminer peut-être l'émission? Parce que je pense qu'on a débordé. Mais tu reviendras, hein, sans problème. Oui, merci. Ben, voilà, j'ai fait la preuve que Biso Tokenda qui déjà Potokala, Totanga. Maman. Ça fait longtemps. Ce ne sont pas les Belges qui nous ont emmenés en Europe pour étudier. On est venu, c'est-à-dire que les gens qui sont venus pour la première fois dans ce qu'on appelle l'Europe moderne, OK, sont venus étudier en tant que personnes libres envoyées par leurs parents en 1506. Oui. OK? Donc 1506, c'est la récollection et encore, et ça parce que Naïbi portugais bien et que ce sont des gens qui sont écrits dans Wikipédia. Hein? Mais peut-être qu'on peut trouver plus en avant. C'est aussi parce que on ne lit pas bien les textes qu'on a traduits en arabe, qu'on a traduits en grec. OK? Bon, maintenant, suite à ça, on peut conclure que quoi? Bazaki n'a habitude, yakotine da bana bango, po batanga. Donc, pour le Congolais, c'était important que bana batanga. Tozela ki munelete po na mwana atanga. Et on a vu ces Congolais qui nous ont montré que ce que le blanc dit est un rite initiatique. Nous avons qu'un des classe. Bango bazo le bakeza rite de passage parce que balingite pour le bak bango bazaki déjà na ba classe ba mwindo wana bazaki déjà na classe donc obi eza rite initiatique. Donc on a deux volets, on a les Congolais qui croient que eza rite initiatique eza eloko moko ya ba nzambe et puis il y a d'autres Congolais qui disent non, c'était pas seulement rite initiatique pour yeba ba nzambe, eza ki rite initiatique eza ki classe pour apprendre à pêcher, apprendre à ceci, apprendre à faire la forge, apprendre à faire tous ces métiers-là. OK? Mais le blanc n'a pas voulu appeler ça une école, une université, une haute étude. Et puis, on a vu qu'il y avait la première université, la plus ancienne, à Tombouctou. OK? Et on a vu, voilà. Et on a vu que les morts, hein,
ont conquis de 7e siècle jusqu'au 14e siècle. Eux ont amené des bibliothèques en Europe. Ils ont conquis jusqu'en Scandinavie. Ils sont montés jusqu'en Allemagne. Ils sont montés jusqu'en Angleterre. Et l'Europe blanche s'est battue contre eux pour les faire partir. OK? Et je vous ai démontré que même l'Europe qui s'appelle Europe wana eza DS muko ya mwindo. OK? Donc même nous quand on dit que tozo kende na Europe, tozo kende na poto, tozo kende na Europe, c'est une notion biaisée. Donc ce qu'on a mayele wana te ya koyeba à l'origine ezaki ndenge nini, tu vas être un peuple qui périt par manque de connaissances. Donc nous devons communiquer ça à nos enfants, à notre entourage, entre nous. Nous devons cesser de mystifier ce qui ne doit pas être mystifié. Europe eza la mutu na biso. Eza territoire te, eza géographie te, eza mayele moko que bango siko ba yibi mayele wana ba memi ongo ba bengi ongo Europe. Voilà. Merci Linda, merci pour ton intervention. Donc je vais te contacter après, on a contacté aussi pour ton une prochaine fois. Vraiment merci pour ton intervention. Tu sais pas ce que tu nous as fait. Tu nous as libéré le cerveau. Il faut faire un livre, Linda. Il faut faire un livre. Il faut écrire. Il faut faire quelque chose. Aidez-moi, aidez-moi, soutenez-moi. Mon taux AP 6,5, mon sous 10, mon sous 50, mon sous 100. Comme ça, je peux me concentrer à ça parce que Ezapé, Ophélie, Nazo Salongo Boye, mais j'ai besoin de vivre aussi. Organisé, Linda. Merci. Merci. Allez, bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Donc, vous avez suivi, comme moi. Donc, je remercie encore Linda une fois de plus pour son intervention. Vraiment, merci pour les personnes qui étaient connectées ce soir. Donc, notamment ma mère, donc Micheline, Rita. Je vous dis merci. Serge, donc mon oncle, hein, donc c'est un peu une histoire de famille, on va pas dire ça, mais bon, j'ai toute ma famille qui sont là. Freddy, Olivier et Karine. Je te dis merci. Donc, Maman Wali, merci pour ton intervention. Jocelyne, je te dis encore, tu sais toi-même. Donc, Joe, je te dis bonsoir. J'ai vu aussi Kashi qui était là tout à l'heure. J'espère que tu vas guérir bientôt. Alain, merci à toi pour ton intervention. Merci aux personnes qui étaient connectées. Tout le monde, je ne peux pas citer tout le monde. Gwen, Christelle, Linda, je vous dis tous merci. Et Kams, lui, Aimé, bonne soirée à tous. Et on se retrouve samedi avec un autre thème, tout simplement pour débattre et parler de tout. Voilà, bonne soirée. Sur ce, on se retrouve samedi. Au revoir, merci, au revoir, bye.